Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, la formule est consacrée. Mercredi, c'est Web Presse. Aujourd'hui, je suis entouré des estimés confrères, des compétences de mon pays, comme j'aime à le dire. Je suis avec Olivier Mbulu de Congo Web Télévision. Bonjour Olivier. Bonjour à vous, Paulette Kimutu. Voilà, je suis avec John Jeff Mwanza, voilà, de Vision Info. Très heureuse d'être avec vous, Jean-Jeff, et avec avec une très grande dame que j'apprécie énormément, puisque je le dis toujours, entre nous, il faut se jeter des fleurs. Quand il y a une compétence, et surtout une femme, je suis du gender, je l'apprécie énormément. Il s'agit de Sergine Heima de Top Congo. Bonjour Sergine. Bonjour Paulette, moi aussi je vous apprécie. Voilà, nous allons commencer par le sport, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, le week-end dernier, les Léopards ont battu difficilement, je pourrais le dire ainsi, les hirondelles du Burundi. On croyait vraiment qu'on allait marcher sur les hirondelles, que les léopards allaient marcher sur les hirondelles, mais le match a été assez serré et beaucoup de critiques fusent depuis ce match-là. Alors, comme vous le savez, le pool de la RDC est un pool assez costaud parce qu'il y a l'Angola, si je ne me trompe pas. Je crois que j'aurai plus de précision avec Olivier Mbulu. Il y a l'Angola. Non, là nous sommes au niveau des CHAN. On n'a pas encore reflété pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, ok. Ça va. Alors, pour vous, Olivier Mbulu, spécialiste maison du sport, est-ce que les léopards ont bien presté le week-end dernier face aux hirondelles du Burundi? Les léopards n'avaient pas le niveau requis pour disputer une phase finale de la Coupe du Monde le dimanche dernier. On ne reconnaissait pas les léopards avec une prestation moins convaincante. Lors du match aller, ils ont avancé plusieurs raisons. Vous savez, avant le match, il y a eu la pluie. Il y a une grande pluie qui s'est abattue au stade du Burundi, qui avait mis les terrains dans des conditions vraiment impraticables. Alors, il n'y avait pas moyen de bien développer les jeux. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons gagné par 3 buts à 2. 3-2, un terrain, je ne sais pas, boué. Donc, nous sommes dit qu'au retour, avec les terrains synthétiques, le stade a été rénové d'ailleurs. Rénové, c'était la réouverture du stade de Martyrs. En tout cas, les gens attendaient à un grand match, à un bon spectacle. Le foot, c'est le spectacle. On a besoin de billes, mais c'est le spectacle d'abord. Gagner avec manière, cela n'était pas le cas. Donc, on a tâtonné. On ne reconnaissait pas l'équipe de la RDC. La composition de l'équipe n'était pas très bien. Florent Ibenge n'a pas... On me dit, moi je ne suis pas très spécialiste, mais j'essaie de comprendre. On m'a dit qu'il y a eu des meilleurs joueurs qui sont restés sur le banc de touche. Tout à fait. Moi je pense que le choix technique aussi doit s'imposer au sein de l'équipe nationale. Par moment, l'entraîneur tâtonne pour le remplacement des joueurs. Vous gardez un joueur du début à la fin, même s'il vous a promis que monsieur l'entraîneur, je vais marquer un but. Mais s'il n'arrive pas à marquer, il faut le faire remplacer. Le football, c'est un jeu collectif. Il y a plusieurs joueurs. Dans les bancs de réserve, il y avait plusieurs joueurs, en l'occurrence Cédric Bakambu. C'est lui le meilleur attaquant de Villarreal. C'est parmi les meilleurs clubs d'Espagne. On a gardé les joueurs Bakambu pour aller les faire monter à la 89e minute. Presque à la fin du match. Presque à la fin du match. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense qu'il y a un problème de choix des joueurs et il doit remplacer les joueurs au moment qu'il faut. Il ne faudra pas qu'on puisse commencer à crier sur lui, à la tribune, remplacer tel joueur, remplacer tel joueur. Il doit être les maîtres de l'équipe. Il ne faut pas attendre que les sportifs puissent scander votre nom pour peut-être procéder à un remplacement des joueurs. Mais écoutez, chaque match a ses vérités. Nous avons bien joué au Burundi, à Bujumbura. Et là, mais à Kinshasa, c'était pas fameux. Vraiment, le léopard était ombre de lui-même. Jean-Jeff Mwanza, est-ce que Florent Ibenge a-t-il failli à sa tâche? C'est vrai qu'à un moment, c'était Ibenge coaché. Est-ce qu'il ne coach plus très bien on dirait que toute la faute retombe aujourd'hui sur Florent Ibenge. Oui, moi je pense que Florent Ibenge a un problème. C'est le fait qu'il soit tellement chargé. Il a Vita Club, qu'il coach ici au niveau local. Il doit coacher les léopards locaux. Il doit s'occuper des léopards seniors. Tout ça, c'est lui. Oui, c'est quand même une lourde tâche. Il est trop chargé. Oui, il est trop chargé. Il faut qu'on puisse les décharger un peu. Florent Ibenge, c'est un bon coach, mais il faut qu'on puisse les décharger un peu. Il pourra mieux faire son travail. Parce que j'ai comme impression, tellement qu'il est chargé, il ne sait plus faire la lecture du jeu.
il est débordé, il ne sait confond, pas... il confond les équipes de Léopard entre seniors, juniors... Exactement, et il ne sait pas quand est-ce qu'il faut remplacer. C'est comme a dit Olivier, comment expliquer que des joueurs comme Debakambu, Mabouati, Niskens Kebano, j'étais dans le stade, Niskens Kebano, qui reste sur le banc jusqu'à la 88e minute, quelque chose comme ça. Kebano n'a pas joué? Il a joué 5 dernières minutes, si je ne me trompe pas. Alors que nous savons tous que Kebano, c'est notre 10 et c'est le meneur des jeux pour l'instant. Il fallait qu'il puisse quand même le mettre avant la fin du match. Donc, pourquoi ne pas qu'il commence le match? Tout le monde au stade réclamait Kebano, et il ne restait que moins de 10 minutes pour que Kebano. Sergine, vous avez un mot par rapport où vous êtes... Moi, je suis juste simple fanatique. Je ne connais pas trop. Merci beaucoup. Je pense que pour le moment, le Léopard Senior manque un véritable meneur de jeu. Quelqu'un qui peut facilement éclairer les jeux, un porteur de ballon. Un pour tout trésor. Un pour tout trésor. Qui prend ses responsabilités. Un Jason Maëlé. Mais c'est pas Youssouf Moulumbo qui faisait ce rôle-là? Malheureusement, il est blessé. Il n'est pas au milieu de sa forme. Il est blessé. Donc, nous manquons quelqu'un qui peut facilement éclairer les jeux de Léopard. Quelqu'un qui peut facilement prendre ses responsabilités. À la trempe de Trésor Mputu, dans les temps, il y avait Matmola Rolazoum. Et il peut facilement basculer un match. Mais actuellement, le jeu de Léopard est basé sur l'individualité. Il n'y a pas vraiment un jeu collectif. Est-ce que nous avons des chances maintenant avec ce jeu-là? Est-ce que Ibenge vous écoute d'ailleurs quand vous faites des critiques? Moi, je pense qu'il est assez ouvert aux critiques? C'est un entraîneur réceptif. Il est là en train de nous écouter. Il y a quand même des émissions qui passent par-ci par-là. Il analyse parce qu'il faut accepter les critiques. Il y a des critiques constructives et destructives. Il ne faut pas jamais boucher les oreilles, mais là, ils sont contre nous. Nous ne sommes pas contre l'entraîneur. Nous sommes des nationaux, nous sommes des vrais nationalistes. On se retrouve dans notre équipe nationale. C'est la couleur de la RDC. Nous avons les droits. S'il y a un ça ne va pas, on doit décrier, on doit dire, écoutez, mais c'est l'entraîneur, ça ne va pas là-bas. Si l'équipe gagne, c'est tout le monde qui est content. Donc moi je pense... Vous êtes pour un entraîneur expatrié? Vous voulez qu'il y ait un blanc à la tête de l'équipe? Parce que maintenant, on dit que le national n'a pas... Moi je pense qu'on peut encore lui accorder des chances, mais il faut seulement que Florent Ibenge puisse écouter aussi les autres. Il doit éviter d'être trop sûr de lui-même. Nous avons de très bons joueurs, c'est juste un problème de coaching. C'est la plupart de ces joueurs qui ont joué les 2 matchs amicaux que nous avons livrés contre les Gabon, mais aussi contre le Cameroun. Florent Ibenge n'était pas là. Et ces joueurs se sont très bien défendus et nous avons gagné tous ces 2 matchs. Et en face, il y avait des bons joueurs de ces deux équipes adverses. Mais nous avons gagné les 2 matchs, ça prouve que nous avons quand même des bons joueurs. Il faut que Florent Ibenge écoute les autres et qu'il puisse, n'est-ce pas, accepter aussi de céder, pourquoi pas Vita, pourquoi pas les locaux à un autre entraîneur pour qu'il soit un peu déchargé. Voilà, je crois que nous avons dit, nous avons fait le tour. Peut-être pour chiter. Oui, en quelques mots, parce que nous quelques mots, donc bientôt là, il y aura les tirages au sort. Donc les matchs se disputeront entre le 3 octobre 2016 et le 14 novembre 2017. Et les premiers pour les 5 groupes se qualifieront pour la phase finale de la mondiale ici 2014. Alors, si nous voulons aller jouer la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus prestigieuse planétaire. Nous devons relever notre niveau de jeu, de peur qu'on soit ridicule. Rappelez-vous, le en 9 à 0 1974, en Yougoslavie. on est allé ramasser un 9 à 0. Je pense qu'on dispose de bons éléments. Nous avons le temps de préparer l'équipe. L'entraîneur Ibenge doit écouter les critiques. Et il faudrait que nous quand même changer ces méthodes de travail. Et je pense qu'on aura une très bonne équipe. Pour 2018. En tout cas, courage à nos fauves pour la suite de la compétition. Voilà, nous entrons maintenant en plein pied dans la politique, notre domaine de prédilection dans WebPress. Aujourd'hui, nous allons parler de dédoublement des partis politiques. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est vraiment ça qui fait l'actualité aujourd'hui. Alors, Sergine Reyema, dédoublement des partis politiques aujourd'hui, ARC MP, ARC MSR, elle, opposition, elle, majorité, tout ça. Est-ce pour vous, la classe politique aujourd'hui est en train
vraiment de balbutier un peu. Pourquoi ces dédoublements aujourd'hui, Serge? Ben, c'est pour en fait, c'est pour des intérêts, au fait, moi je pense particuliers d'abord, parce que je me dis, au moment où on a conçu le parti politique, peut-être que l'idée est venue d'une seule personne ou de deux personnes, même de trois personnes, mais au moment de l'éclatement, il faut aussi, moi je pense, s'attendre, il faut être ensemble pour pouvoir... parce qu'il y a des règlements intérieurs qui sont rédigés, élaborés, il y a des statuts aussi qui sont rédigés, élaborés. Moi, je pense que au moment de, par exemple, de l'éclatement du parti, on doit encore se retrouver ensemble comme ce fut le cas présentement avec des congrès qui se succèdent, des séries de congrès, tel organise le congrès, le parti original aussi organise le congrès. Je pense qu'on devait organiser des congrès et puis c'est à l'issue de ces congrès-là qu'on saura est-ce que je vais continuer avec le parti ou bien est-ce que je décide de créer aussi mon parti ou bien. Donc, il faut aussi savoir ce que disent les statuts et les règlements intérieurs de chaque parti politique. Mais selon notre loi, le dédoublement des partis politiques est illégal. Que fait le ministère de l'Intérieur par rapport à ça? On a l'impression qu'il y a une certaine permissivité du ministère de l'Intérieur. Bon, je pense peut-être que le ministère de l'Intérieur n'est pas encore prêt à se prononcer ou ne veut pas aller très rapidement à rendre les décisions publiques. Je pense qu'il faut observer. Je ne sais pas, mais je pense que le ministère est en train d'observer d'abord ce qui se passe et je crois bien que les partis original ou originels et les partis aussi des dissidents, je pense que tous ils risqueront de se retrouver devant les juges pour pouvoir trancher. Qui a la légitimité en fait? C'est ça la question le plus gros de problème. Qui a la légitimité entre ces deux partis? Nous prenons un exemple concret entre l'ARC MP et l'ARC Kamitatou. Qui a la légitimité aujourd'hui? Qui a la légitimité et c'est lui qui s'est dit respecter les textes de leur parti politique. En fait, c'est là où se pose le vrai problème. Nous ne respectons pas nos textes. On crée un parti politique, si c'est moi qui en suis l'initiateur, je l'ai créé pour un but quelconque. Parce que je me suis dit qu'au sein du parti dans lequel je me trouve, je me retrouve, mais je ne me retrouve pas en fait. On marche sur moi, on se partage les gâteaux, mais moi je suis peut-être perdant. Alors je vais créer un parti, comme ça lorsque j'aurai des députés au sein de mon parti, je pourrai réclamer d'autres ministères, d'autres fonctions. On crée les partis pour soi-même. On ne crée pas de parti politique au Congo parce qu'on veut aider la nation. C'est là où se trouve le vrai problème. Et lorsque nous créons des partis avec de tels objectifs, nous avons des textes, des statuts sûrement taillés sur mesure. Et lorsque nous avons de tels textes, ça crée, n'est-ce pas, des frustrations au sein de nos propres partis politiques. Alors, lorsqu'on atteint ces niveaux, c'est tout à fait normal que nous puissions connaître tout ce que nous connaissons ces derniers temps, des partis moi nous sommes dans la majorité, nous sommes... C'est tout à fait ça, il n'y a pas autre chose, des frustrations, et il faut que l'on puisse démocratiser les partis politiques. On crée des partis politiques, c'est vrai, on crie à la démocratie. Pour ce qui concerne ces partis dont on parle aujourd'hui, ce sont les partis faisant partie du G7 qui ont quitté la majorité présidentielle, puisque selon eux, il n'y a pas de démocratie au sein de cette plateforme présidentielle. Mais est-ce qu'au sein de leur parti politique, démocratie il y a? J'ai dit non, il n'y a pas de démocratie. Là, c'est l'autorité morale qui décide. Là, c'est l'autorité morale qui a le dernier mot. Là, c'est l'autorité morale qui peut faire ceci ou cela. Alors, je me dis que là, on ne pourra pas justement attendre quelque chose de bon au sein de ces partis politiques. Il faudrait que les choses changent. Je prends un exemple, par exemple, de Kyungu Akumwanza avec l'UNAFEC. Lui, ce qui lui arrive aujourd'hui, lui-même l'a fait avec le feu Kisimba Ngoy. Ah bon? Il a fait du mal à Kisimba Ngoy, il sait de quoi je parle, mais ce n'est pas aujourd'hui parce que lui croit être dribblé, il veut crier à l'agneau, les fils de Dieu, tout ça. Non, non. C'est que l'homme aura semé, il a moissonnera. Moi, je pense que c'est d'abord les plus dictateurs des hommes politiques de ce pays. Pour moi, j'encourage ceux qui veulent lui ravir ce parti politique parce que ça ne lui appartient même pas.
Je reçois maintenant une autre très grande dame de la presse, Gudule Boilia, très heureuse d'être avec vous. Elle est de la RTNC, elle tient de mettre son journal, L'Objectif. Aujourd'hui, nous parlons des dédoublements des partis politiques d'Agudule Boilia. Aujourd'hui, il y a vraiment des sons discordants au sein des partis politiques, des congrès de tel parti, tel parti, tel parti. On se pose la question, vous, en tant qu'intellectuel, que doit suivre le peuple aujourd'hui? Où est la légitimité entre, par exemple, l'arc El Kamitatou et l'arc majorité présidentielle? Si le peuple aujourd'hui m'a demandé, Paulette Kimontou, quel est le véritable arc aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? C'est l'arc de Olivier Kamitatou. On ne peut même pas discuter de ça. Moi, je pense qu'il faut savoir être honnête dans la vie. Lorsqu'on commence un travail, on adhère à ce travail, on sait que l'idée est venue de quelqu'un, quelque part. Et les partis politiques de la République démocratique du Congo sont différents, par exemple, des partis politiques français. Ils sont différents des partis politiques américains. Chez nous, ici, les partis politiques, c'est la maison d'une personne que vous acceptez d'entrer, il vous loge chez lui, et il ne peut pas vous nourrir. Mais nous avons accepté cette formule-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui a sa maison, il vous dit, moi j'ai ma maison, vous acceptez, vous allez louer la chambre numéro 1, Sergine prend la chambre numéro 2, JJM prend la chambre numéro 3. Et les jours qu'il ne veut pas de vous, vous ne pouvez pas passer et crier, vous dites que non, sa maison vous appartient. Vous avez accepté avec des conditions. Peut-être que vous avez fait un statut. C'est un semblant de statut, moi j'estime. Parce que ici chez nous, nous avons l'habitude de diffuser plutôt les idées d'une personne au lieu d'avoir des idées nationalistes ou créer un parti impersonnel. Les partis ici sont des partis personnels. Qui représentent aujourd'hui, si vous allez au ministère de l'Intérieur, lorsqu'on vous demande, par exemple, moi aujourd'hui je voudrais créer un parti politique, c'est connu là, on écrit fondateur, président, vice-président et tout. Mais le fait qu'il y a déjà fondateur du parti, ça veut dire que ça appartient à cette personne-là. Nous pouvons faire une réunion à l'extérieur, nous tous là, on dit qu'on va créer un parti politique et nous avons décidé de donner la présidence de ce parti à JJM. Lorsque JJM se présente au ministère de l'Intérieur, il présente on écrit très bien, la loi est claire. Il y a un fondateur et il y a 7 membres qui accompagnent le fondateur et puis il y a les membres de chaque entité. Et lorsque nous donnons ces documents avec JJM comme président fondateur, nous devons reconnaître que c'est son parti. C'est que nous sommes entendus en dehors. On ne peut pas venir les dire aujourd'hui. Vous prenez, lorsque vous lisez le document de Maître Yoko, vous le lisez profondément, juridiquement. Il a raison. C'est lui qui a donné son parti pour que les MSR existent aujourd'hui. Mais lorsque vous prenez aussi la réplique du MSR, ils ont aussi raison. Donc, quelque part, il y a la loi qui est au milieu, qui doit trancher. Mais et c'est cette loi-là qui n'est pas claire. Permissive aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on dit chez nous? Ce qui n'est pas dit dans la loi est permis. Est permis. C'est ça. Mais la loi doit être claire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes propriétaire d'un parti et vous n'êtes pas reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur comme étant propriétaire de parti. Les gens qui ont créé l'ARC, le MSR bis aujourd'hui, ils vont aller réclamer où? Peut-être parce que c'est lui qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il est de la majorité. Peut-être. Mais en réalité, c'est un homme de droit, en lisant le droit, il sait que ces partis-là n'existent pas. Ce sont des partis qui n'existent pas. On est obligé d'avoir des Wenge Musique à Maison Mère, Wenge Musique à El Paris, Wenge Musique à... Donc ils doivent ajouter quelque chose. C'est ce qu'a fait le MLC de Thomas Louaka. Thomas Louaka a été obligé d'ajouter quelque chose. Donc on ne peut pas les reconnaître comme tels, comme étant des partis bis. Ce sont des partis qui doivent... Ils doivent faire comme Zaïko Familia Day, Zaïko et... Le comportement de ces leaders des partis politiques. C'est vrai que la loi est claire, mais nous sommes aussi des humains. Alors beaucoup se disent que non, les présidents
de ces partis se comportent comme des vrais dictateurs. Ils ne consultent pas leurs membres quand ils prennent des décisions aussi importantes. Quand on parle par exemple du G7, les frondeurs ont pris les décisions entre eux, les fondateurs, les 7. Ils n'ont pas admis les autres. Les autres se sont retrouvés aujourd'hui, ils sont en train de perdre leur poste parce qu'on ne les a pas écoutés, on ne les a pas signifiés. Mais c'est parce que nous n'avons pas des partis de masse politique. Nous n'avons pas de partis politiques. Nous avons des partis familiales. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que ces partis-là, c'est quelqu'un qui a dit je voudrais avoir une assise politique. Il appelle son frère, il appelle son ami, il appelle son copain, les petits frères de sa femme. Ils se mettent là, c'est lui qui inocule ses idées. C'est lui qui donne l'argent pour aller faire ça, tel travail. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui décide. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que les présidents des partis politiques se retrouvent en conclave et doivent choisir un membre pour les représenter, ils ne se présentent qu'eux-mêmes comme ministres? Parce qu'en réalité, il sait que s'il donne à quelqu'un d'autre, celui-là aura plus de pouvoir. Les partis politiques, au vrai sens du mot, n'existent. Il n'y en a pas beaucoup en République démocratique du Congo. D'ailleurs, ces partis, les gens qui sont membres de partis ne cotisent pas. Ils cotisent pas. Donc le parti ne leur appartient pas. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas ces pouvoirs, ces partis ne vous appartiennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des députés qui se présentent et qui ont comme suppléants leurs femmes, leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et le parti ne dit rien. Déjà, ces choses-là devaient vous faire voir que nous n'avons pas de partis politiques. Oui, Serge, le comportement de ces leaders, ce sont des vrais dictateurs ou c'est vraiment des... Parce que c'est d'abord, il faut le barrer clair, donc ils font ce qu'ils veulent sans tenir compte quand même si sont fondateurs, mais ils ont des gens qui leur apportent aussi des idées. Pourquoi ne les consultent-ils pas aussi? Bon, je dois aborder dans le même sens que Gudule Boualia. Je pense qu'ici, dans notre pays, comme elle venait de le dire, les partis politiques appartiennent à des individus, à des familles. C'est notre truc à nous, c'est notre bord. Donc faisons ce que nous voulons. Si nous voulons récupérer aussi Paulette, nous la récupérons. Si nous voulons récupérer Gudule Boualia, nous la récupérons. Mais c'est d'abord notre affaire à nous. C'est ça le problème. C'est comme ça que nous connaissons aujourd'hui ces problèmes, des séries, des congrès qui se tiennent par-ci, par-là. Et puis, je ne sais même pas pourquoi il y a la multiplicité de ces congrès-là à Kinshasa. Aujourd'hui même. Et je me demande pour arriver à quoi? Parce que si vous suivez bien les résultats de ces différents congrès, il n'y a aucune issue claire qui sort de ces et qui soit formulée de ces congrès-là. Tous les partis tiennent des congrès, je sais, peut-être pour prouver l'autre que nous aussi nous existons. Alors que les militants qui sont là, les militants qui vont participer, ce sont les mêmes militants, moi je pense. Parce que dernièrement, j'ai assisté à un congrès à la Fikine, j'ai vu les militants qui étaient là. Et à la fin de la manifestation, il fallait distribuer les transports. Je mettais, et je ne peux pas dire quand même de combien il était question, mais c'est vraiment la honte dans notre pays parce qu'aucun parti aujourd'hui peut dire que non, moi j'ai mes militants, moi. Propre à moi, il n'y en a pas. Oui, il y a toujours les amis je récupère mes amis du quartier, tout ça. Oui, il y a deux partis, il n'y en a pas beaucoup, je ne dirais pas qu'il y en a 5 qui sont de vrais partis avec des militants propres à eux. Non, je ne pense pas. Il y a des militants pour tout le monde. En tant qu'élite de notre pays, mes amis, réduire un peu aussi le nombre de partis politiques, John-Jeff Monza. 450, 500, c'est trop. Pourquoi ne pas le réduire par exemple à 5? Je pense comme aux États-Unis, ou à 3, ou à 4, ou à 5. Et non, pourquoi pas ça le problème. Moi, je pense qu'il le faut, mais ça ne sera pas possible. Pourquoi ça ne sera pas possible? Je pense que, comme a dit Gudule, les gens créent des partis politiques. Je l'ai dit aussi ici au début. C'est juste un problème de positionnement. Puisqu'on sait que si je suis dans le PPRD, quand il faut remercier les gens, nous sommes nombreux. On va commencer avec celui-là et quand est-ce qu'on arrivera chez moi? Mais si j'ai mon parti politique, il suffit que j'ai des députés, j'ai la chance d'avoir un ministère, d'avoir un ADG, et ainsi de suite, et le parti se retrouve. Même si on n'a pas de députés, il suffit seulement d'être autorité morale. Voilà, justement, tu te retrouves. Donc c'est là où se pose le vrai problème. Alors, s'il faut revenir un peu sur les multiples congrès qui s'organisent par-ci, par-là, c'est une première dans notre pays. Hein. Nous ne sommes jamais habitués à ça. Et en cette période seulement. Oui, c'est certainement... Ça arrive peut-être à la veille des élections, on verrait un congrès là-bas parce qu'on veut choisir son candidat président. Mais pour cette fois-ci, pratiquement en une semaine, 3, 4 congrès s'organiser,
ça nous surprend. On comprend combien les politiques savent protéger et défendre leurs intérêts. Leurs arrières, en fait. On comprend combien ils sont prêts quand il faut protéger et défendre leurs intérêts. Parce qu'on s'est dit que si j'accepte d'accompagner Olivier Kamitatou, je perds mon poste. Si j'accepte d'accompagner tel, je perds mon poste. Il faut qu'on puisse faire front commun contre lui. Voilà. Et comme ça, nous serons protégés. Nous n'allons pas perdre nos postes, nous n'allons pas perdre nos fonctions. Et le peuple est en train, n'est-ce pas, d'être dupé. C'est là où c'est pour le problème. Elle a dit, elle était au congrès à la Fikine. Les gens qu'elle a vus, c'était malheureux. Et bizarrement, tu iras dans un autre congrès, ce sont les mêmes personnes. Elles changent juste les polos, les t-shirts et tout. Et finalement, jusqu'à quand? Il faudrait maintenant que nous puissions, nous, de la presse, prendre nos responsabilités. Pourquoi pas multiplier des émissions à la télé? Ce sont le parti qui devrait le faire. Les civismes là, ce sont le parti qui devait éduquer. Nous, à l'école, nous avons appris ça. Le parti politique, ce n'est pas seulement conquérir le pouvoir. Mais nos partis politiques se limitent à ce stade. La conquête du pouvoir et la conservation de ce pouvoir, c'est tout. Oui, Gudu, vous avez dit que ce n'est pas ça l'important, réduire le nombre de partis politiques. Ça Non. nous aidera peut-être à fédérer les Congolais. Ce n'est pas important. Même dans les grandes démocraties, il existe beaucoup de partis politiques. On les classe juste. Il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite. Mais lorsque vous entrez là-dedans, vous allez trouver les Verts, vous allez trouver les tels partis. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas ça. C'est question de se retrouver autour d'un idéal. On s'est dit que ça, c'est ce que nous voulons tous, et puis ça marche. Mais le problème de diminuer ne pourra pas résoudre le problème. Le problème, c'est que les gens doivent être matures. Et même les pouvoirs, lorsqu'ils vont en conclave, ils vont avec les partis. On dit que la place de questeur de l'Assemblée nationale appartient à l'ARC. On ne dit pas que ça appartient à Olivier Kamitatou. On ne dit pas que ça appartient à tel. Ça appartient à l'ARC. L'ARC s'est réuni et dit que nous prenons Sergine. Nous le mettons là-bas. Alors, lorsque l'ARC quitte, vous devez être honnête de dire que le poste appartenait à l'ARC. Vous ne devez pas dire que non, puisque Sergine est là, et puisque Sergine nous dit que non, elle reste, elle nous soutient, nous la gardons. C'est de la malhonnêteté intellectuelle et politique. On ne doit pas le faire. Et lorsque eux qui sont au sommet les font, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait de la magouille, de la corruption, que tout ne marche pas dans le pays. On doit reconnaître le fait que le conclave a défini, a donné des postes aux partis politiques et pas aux individus. Et la malhonnêteté, l'honnêteté intellectuelle demande à ces hommes politiques de libérer les postes et d'aller maintenant se battre. Qu'aujourd'hui, les partis qui sont en dédoublement, ces partis-là, puissent nous prouver sur terrain. Ce sont des nouveaux partis. Ils doivent nous prouver sur terrain qu'ils existent, qu'ils sont bien organisés, qu'ils aillent aussi discuter en leur nom, mais pas continuer dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes vraiment dans la confusion la plus totale. Voilà. Vraiment dans la confusion la plus totale. Nous allons maintenant... Prendre un autre sujet, mesdames et messieurs, le sujet qui a fait bouger la toile depuis le vendredi. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en France. Moi, je dis toujours, ce qui se passe chez le voisin, même si c'est à 10 000 km, ça impacte toujours chez nous, parce que le monde aujourd'hui est un village planétaire. Je prends Sergine aujourd'hui, je crois que nous avons même eu un débat houleux avant d'entrer dans la salle. C'est le posting du drapeau français, beaucoup de contradictions. Sergine a dit qu'elle assume le fait d'avoir posté le drapeau français sur sa page Facebook, sur son compte Facebook. Mais beaucoup de Congolais disent que nous, comment les Congolais peuvent-ils compatir au malheur des Français alors qu'il y a 6 millions de morts à l'est de la République? Alors Sergine Réma, doit-on, oui ou non, compatir au malheur de la France? En tant qu'humain, je pense oui. Et si je l'ai fait moi, personnellement, je l'ai fait, ce n'est pas pour engager mon pays, mais c'est pour m'engager moi, parce que je suis humaine et je me dis, ce sont des humains qui sont morts.
on les a tués inutilement. Et je pense que ce sont des innocents qui n'avaient rien, ils n'avaient rien à voir avec la politique, avec la guerre en Syrie ou avec la guerre en Irak. Ce sont des innocents qui étaient en train de s'amuser. Il y en a qui étaient au restaurant. Et moi, en tant qu'humain, je dis oui, j'ai compati avec les Français, surtout les familles touchées par ces drames. Mais s'il faut aller sur le plan politique, c'est à ce moment-là qu'il y a des questions à se poser. Par exemple, je me dis, aujourd'hui, on peut beau nous critiquer parce que moi, par exemple, je suis en train de compatir avec les Français. Non, pourquoi placer les drapeaux des Français? Pourquoi poster cela? Oui, on peut beau me critiquer. Mais pourquoi, la question que je me suis posée, et avant même d'entrer dans ces studios, pourquoi se souvenir de nos morts que quand les autres sont en deuil? Nous sommes en deuil, nous le savons. On a dit que c'est même tous permanent. les jours, nous pleurons nos morts. Moi, je parle de nos morts aussi, d'une manière ou d'une autre. Et je dénonce cela. Et je ne peux pas accepter ça. Je trouve que c'est désagréable. Ce n'est pas autorisé de tuer mes frères à moi à l'Est, comme à Kinshasa aussi, parce qu'on tue aussi à Kinshasa. Mais la question que je me pose, pourquoi seulement se souvenir de ces morts-là pendant que les autres sont en deuil? Parce que si moi je suis en deuil, donc je ne peux pas aller assister les autres. Moi, je trouve que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est sur le plan politique. Il faut que les gens comprennent que la politique internationale et des Américains et des Français ou des Occidentaux en général, c'est la même politique internationale. Vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis de pays de tiers-monde. Alors que eux, ils sont en train de protéger leurs intérêts aussi, eux-mêmes les Occidentaux. Ça regarde eux. Entre eux, la Syrie, la France, les États-Unis, c'est leur problème sur le plan politique et c'est ce que je condamne. Je dis, je condamne ce qui se passe là-bas. Je condamne de tuer aussi des enfants en Syrie. Je condamne la tuerie des mamans, des femmes, des garçons, des hommes en général en Irak. Je condamne, mais je suis aussi contre la mort des Français. Parce que je me dis, ce sont des humains, tous sont des humains. Je n'accepterai pas en aucun cas que la politique puisse continuer toujours à créer des victimes dans le monde entier. Je ne peux pas accepter, comme je n'accepte pas non plus ce qui se passe dans mon pays où tous les jours, nous devons vivre des tueries, nous devons vivre des assassinats, nous devons vivre des kidnappings, des enlèvements. Ce sont des choses qui sont vraiment déplorables. Gutil Boualia, 6 millions de morts. On dit que le Congo, il y a un génocide permanent. Mais ce génocide-là, internationalement, n'est pas reconnu. Et moi, j'assume le fait de le dire que notre gouvernement fait le déni par rapport à ces 6 millions de morts. Même si nous autres, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, nous osons poster sur les 6 millions de morts, le gouvernement dit que non, nous sommes antipatriotiques. Alors comment faire, Gutil Boualia, pour dénoncer nos morts, pour pleurer nos morts aujourd'hui? Bon, d'abord, je voudrais dire par rapport à ce que Sergine vient de dire, on peut toujours pleurer avec les autres. On peut le faire, mais on n'est pas obligé de faire comme eux. Okay. Et je voudrais dire à Sergine aussi qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, on va à ces deuils-là, on se rappelle du mort de sa famille. Okay. Donc, ne condamnons pas les Congolais qui se rappellent de leur mort pendant qu'il y a de morts de l'autre côté. Parce que chaque fois que j'irai à un deuil, moi, je me rappellerai toujours de la mort de ma mère. En ce moment, On se rappelle toujours au moment de la mort de quelqu'un d'autre. On se rappelle toujours de la mort de sa famille, de la personne qui vous a beaucoup touché. Mais moi, ce n'est pas une occasion de pouvoir condamner les autres de compatir. Il ne faut pas refuser aussi le droit à ceux qui vous condamnent. Parce que chacun a sa manière d'exprimer sa tristesse. Moi, j'exprime ma tristesse avec ceux qui sont morts, mais je ne suis pas obligé de mettre les drapeaux français. Parce que les drapeaux français, en fait, c'est comme si vous entrez directement dans cette politique-là. Vous devenez directement dans cette politique-là. Si les Français ont écrit, il y a des Congolais, nous tous, on a de la famille qui a pris la nationalité française. C'est tout à fait normal à ces Congolais-là qui vivent là-bas, qui puissent le faire parce que c'est leur deuxième patrie. Mais moi, je suis ici à Kinshasa. Pourquoi est-ce que je dois me rappeler non seulement je me rappelle de mes morts en condamnant ce qui se passe là-bas, je mets aussi les drapeaux français. Politiquement, moi je trouve que on a un peu débordé. Mais c'est le choix de chacun de le faire. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que nos gouvernants ne prennent pas le temps d'utiliser les génocides congolais. On ne met pas à la disposition même de journalistes les éléments qu'il faut pour que nous puissions combattre. Aujourd'hui, si vous allez au Rwanda,
vous êtes une autorité, vous arrivez à l'aéroport de Kigali, vous ne voyez pas le président, la première chose qu'on vous demande, c'est d'aller vous incliner devant ces monuments-là. Ça vous rappelle quelque chose. C'est une forme de communication que nos gouvernants n'ont pas. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un Français ou deux qui meurent, c'est toutes les chaînes qui en parlent. Mais ici, chez nous, on n'en parle pas. Même le gouvernement, des fois, il estime que c'est pas important de passer, de dire qu'on a tué 20 personnes là-bas au niveau de Béni. On n'en parle pas. Ça devient un secret d'État. C'est ce que nous devons condamner. Nous devons parler de ça. Nous devons expliquer à nos gouvernants que ça, c'est aussi une occasion pour qu'on puisse reconnaître cela. C'est à nous de nous impliquer. C'est à nous de communiquer, de mettre les éléments. Regardez la guerre médiatique qui se passe entre ceux qui sont à Kinshasa et les amis qui se font appeler combattants. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe ici, ils vont sur tous les postes du monde, ils ramassent toutes les images des morts, ils le mettent comme étant les morts du gouvernement congolais. Or, nous ici, nous savons que ces morts-là ne sont pas laissés des Nigériens, c'est des Congolais, et toutes ces choses, c'est des gens de Congo-Brazzaville et partout. Mais c'est une forme de communication. On dit que quoi, vous tuez. Alors, nous aussi, on doit commencer à médiatiser nos morts. On médiatise ce qui... Même si on va dire que c'est le gouvernement qui les tue, mais lorsque le gouvernement dénonce et met à la place publique qu'il y a eu autant de morts, voici les corps, voici cela, et les gens vont commencer à se dire, si vous allez à l'extérieur, ce sont des artistes, et ce sont des acteurs américains, ce sont des gens de la société civile hollandais qui se battent pour le Congo. Mais nous-mêmes sur place, nous ne sommes pas là. On ne se bat pas. Au niveau des Nations Unies, nous-mêmes, au niveau de lobbying international, nous ne sommes pas là. Là où il faut qu'on aille faire reconnaître nos génocides, non. Nos ministres sont ici, ils ont peur de perdre leur poste en quittant pendant longtemps en allant à l'extérieur. Mais ils doivent mettre à la disposition de la presse, des journalistes, les éléments qu'il faut. Et nous aussi, journalistes, nous devons avoir ce patriotisme-là. Ce n'est pas parce que ça se fait là-bas qu'on doit tout le temps condamner le gouvernement sans pour autant donner... faire aussi quelque chose pour le pays. Voilà, mesdames et messieurs, Jean-Jeff Mwanza, est-ce qu'on ne peut pas, nous, pousser un peu le gouvernement à créer peut-être une journée nationale pour... C'est vrai qu'il y a déjà la journée des martyrs, mais ça nous rappelle le 56, la journée des martyrs pour l'accession à notre pays à l'indépendance. On se souvient seulement la date même. Mais est-ce qu'on ne peut pas créer une journée nationale pour se souvenir de nos morts? Parce qu'on dit les 6 millions de morts, on ne sait pas trop bien. 6 millions, 9 millions, 8 millions, on ne sait plus très bien où on en est. Il y a un flou artistique autour de ces morts-là. Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose pour en parler ouvertement? Lorsqu'on parle peut-être de 6 millions, c'est parce que ça s'est dit seulement dans la bouche. C'est ça. Tu peux écrire, mais 6 millions, c'est 2 fois le Congo-Brazzaville. Ça dit que le Congo-Brazzaville disparaît et reste sans population. Ajoutez à cela le Gabon ou alors la Côte d'Ivoire. C'est aussi le Burundi, le Rwanda et une partie de la Tanzanie. Ça fait 3 pays. Ça disparaît. Ça ne va plus exister. Ça reste sans population. Mais peut-être que nous, je ne sais pas, c'est comme a dit Dagdul, c'est un problème de communication. Notre gouvernement doit savoir communiquer. On ne doit pas communiquer seulement lorsqu'on est attaqué et on vient pour réagir, pour répliquer. On organise des points de presse que pour ça, non. Nous devons chercher à faire voir à la face du monde que le Congo est en deuil depuis telle année jusqu'à ce jour et pleure ces 6 millions. On parle aujourd'hui déjà, j'ai vu sur Facebook 18 millions, je me dis, ah, mais finalement les chiffres ne fait que changer. Ça ne fait que s'augmenter. En tout cas, ce n'est pas du tout une bonne chose, il faut que l'on communique. On ne peut, les autres, tes voisins ne peuvent accorder de l'importance à ton deuil que si toi-même tu les manifestes. Tu les manifestes. Si on ne met pas un rameau devant ta porte, personne ne saura qu'il y a deuil. Si on ne met pas des chaises et que personne ne pleure, personne ne saura qu'il y a deuil. Alors, si nous avons un comportement d'une famille qui a perdu quelqu'un qui leur est cher, mais mange, bouffe, fête, ne manifeste aucune tristesse. En tout cas, c'est là où se pose le problème. S'agissant de la France, moi je pense que chacun est libre de compatir. Moi personnellement, j'ai aussi compati. Mais comme a dit Guidul, je ne peux pas aussi faire poster des drapeaux de la France. C'est le symbole de tout parce qu'il faut dire qu'eux aussi, le Français, tuent. Il ne faut pas qu'eux puissent aujourd'hui crier à la victimisation comme si eux sont saints. Eux aussi le font
dans d'autres pays. Le président syrien l'a dit, c'est que la France subit aujourd'hui, nous le subissons depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'il a manifesté un mécontentement. Pourquoi seulement pourquoi faudra-t-il compatir avec la France et non la Syrie? S'il faut condamner les morts en France, il faut condamner les morts en Syrie, il faut condamner les morts en Afrique. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre classique. Il faut peut-être qu'on essaie d'expliciter aux gens. Moi, je le dis peut-être, ces terroristes, on leur donnerait raison si tuaient les autorités, les principales autorités qui font cette guerre. Les auteurs de cette guerre, intellectuels ou pas. Et pourquoi ceux qui répliquent tuent même le bébé? Le bébé, on fait quoi? C'est-à-dire que les terroristes manifestent leur mécontentement. Pour eux, ils veulent vous faire voir qu'ils ne sont pas contents. Voici notre réaction. Mais vous, faites ce qui est bon, ce qui va plaire à ces terroristes pour que cela ne revienne plus. Moi, je refuse cela. Okay. Je refuse cela. On ne peut pas faire l'apologie du terrorisme. Le terrorisme, c'est quelque chose de très mauvais qu'on ne peut même pas accepter de l'avoir. Je pense que nous, si on reste au niveau juste de la réaction des Congolais par rapport aux morts, ça sera très bien. Mais si nous allons de ce côté de terrorisme, là, nous ne pouvons pas faire leur apologie. Moi, je pense que ces gens-là, on ne doit même pas leur donner l'occasion de parler. Si on devait parler de ces terroristes-là, nous devons plutôt encourager à ce qu'ils soient exterminés. Parce qu'ils n'ont même pas de revendications. La seule revendication pour eux, c'est que tout le monde doit devenir musulman et croire. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et quand ils viennent tuer ces innocents qu'ils viennent tuer au stade, pour eux, ils sont en train de tuer des chiens. Des gens qui ne croient pas à leur religion. Donc, les terrorismes, nous ne pouvons pas faire l'apologie de ces gens-là. Les pays occidentaux qui ont les pouvoirs ont le droit d'aller les exterminer pour que même leurs petits-fils ne viennent pas les... Mais voilà, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on parle du terrorisme. On ne finira pas. La seule chose que les terroristes vont écouter, c'est que le monde entier aujourd'hui s'abaisse et disent que nous acceptons tous d'être de Mohamed et nous acceptons tous aujourd'hui de commencer à utiliser la charia qui vient nous couper les mains, que les femmes se voilent, que ta petite soeur ne puisse plus sortir seule, mais qu'elle puisse sortir. Vous voyez un peu, dites-moi quel est le pays qui est devenu musulman par rapport à ces extrémistes-là, parce qu'on ne doit même pas parler des musulmans, ce sont des extrémistes. Dites-moi quel est ce pays-là où les extrémistes existent, qui a évolué. Là où on me demande à moi, une grande dame comme ça, pour sortir, comme si je dois sortir, je dois prendre mon petit-fils de 2 ans, qui est un garçon, c'est lui qui a l'autorité sur moi. Dans ces pays-là, nous, les Congolais, nous ne devons pas faire l'apologie du terrorisme. Pas l'apologie du terrorisme. Mon point est celui-ci. On a tué Ben Laden. On croyait que l'affaire sera finie. On a tué, on continue à tuer. Pour eux, la mort, c'est un bénéfice. Pour eux, la mort, c'est un gain. Ils partent alors dans leur gain. Quand vous les tuez, d'après, ils ne perdent absolument rien. Moi, je pense qu'il faut qu'on procède autrement. Parce que lorsque vous tuez ces terroristes, vous créez un autre problème avec ceux qui restent vivants. Ils font tout encore pour venir vous attaquer et ça sera... Voilà pourquoi on doit les exterminer. Oui, mais c'est vrai que j'assume. Nous revenons par rapport au terrorisme. Ce terrorisme-là, c'est une guerre latente, c'est comme un serpent qui met ses tentacules partout. Et ça risque même de venir en RDC. D'ailleurs, on le dit d'ailleurs, qui sont déjà à l'est de la RDC. Ils sont en train de recruter des jeunes. Là, ce sont des gens dangereux. Est-ce que vous imaginez un jour Kinshasa attaqué par ces terroristes? Ce qui est arrivé à Paris peut un jour arriver à Kinshasa? Je ne peux pas l'imaginer, mais ce qui est arrivé à Paris, moi je le dis comme je l'ai dit tantôt, c'est le monde entier, c'est l'humanité. Donc c'est quelque chose qui me touche aussi parce que j'ai des gens que je connais aussi qui ont connu ce problème-là, leurs proches aussi, ils ont perdu leurs proches. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Dagui l'a dit, le terrorisme c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Seulement la question que je me pose, comment arriver à éradiquer cela? Parce qu'on a tué Ben Laden, on a tué jusqu'à Kadhafi et le terrorisme continue. C'est ça la question qu'on devait se poser.
quels sont les mécanismes, en fait, hein, arrêter de nouvelles stratégies de pouvoir les faire taire une fois pour toutes, parce que nous avons besoin de la paix et qu'ils doivent aussi comprendre que tout le monde n'est pas obligé d'adhérer quand même à l'islam. Tout le monde n'est pas obligé de prier Mohamed ou de prier Allah. Elle est en train de payer sa politique étrangère aujourd'hui, la France. Ben oui, on Oui, leur dit, quelque part, oui, ils parce disent- qu'il faut aussi reconnaître que ce que la France est en train de vivre aujourd'hui, c'est le résultat, le fruit de sa politique étrangère avec les autres pays. Des grandes puissances de ce monde. Donc, la France est en train de récolter ce qu'elle a sémé, ça on peut le dire ainsi, et je pense qu'il est temps pour la France, et non seulement la France, et aussi pour les autres, ses alliés, de pouvoir se mettre autour d'une table, de réfléchir autrement, parce que nous n'avons pas besoin de perdre des gens comme ça. Que ce soit en Syrie, en Irak, moi je suis contre les faits de tuer les innocents. Je suis contre ça. Ils doivent se mettre ensemble autour d'une table, chercher des voies et moyens de pouvoir nous sortir de cette situation. Parce qu'il ne faut pas que ça arrive ici en Afrique. C'est déjà en Afrique, à l'est de la RDC, le terrorisme. En Tanzanie, au Kenya, au Soudan ici. Vraiment, prions pour que, bon, la politique étrangère a ses réalités, mais vraiment, ce sont les innocents qui trinquent. Voilà, merci aux compétences de mon pays d'avoir accepté de parler. C'est ça notre contribution pour ce pays. C'est ça, nous nous battons pour qu'en tout cas, peut-être qu'un jour, nos morts soient reconnus officiellement, qu'il y ait peut-être une journée nationale pour commémorer nos morts, parce qu'on ne peut pas s'accrocher aux morts des autres, bien que Dagudul a raison. On pense souvent à nos morts quand il y a mort ailleurs, mais que nous le rendons hommage un peu plus autrement, un peu plus dignement, parce que 8 millions, 6 millions de morts, c'est tout le Congo-Brazza rasé, Gabon et autres. C'est beaucoup trop. Et trop, c'est trop. Merci donc à toute l'équipe technique et merci à vous, mesdames et messieurs. L'émission continue sur les réseaux sociaux et nous nous retrouvons avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.